Bonsoir, aujourd'hui lundi 1er décembre, nouvelle semaine pour le journal de la rédaction sur TV Fil. Il est 18 h si vous nous suivez en direct et dans l'actualité. La mobilisation contre le sida, nouvelle journée annuelle de lutte pour les associations qui rappellent notamment que 2 jeunes sont touchés chaque jour par la maladie. Parmi les étudiants français, ils ne sont que 33% à utiliser systématiquement un préservatif lors d'un rapport sexuel. Nicolas Sarkozy élu président de l'UMP et après les attentes de ses partisans avec Daniel Mozinski, responsable du comité de soutien Génération Sarkozy 78. Il est l'invité de ce journal. Vous entendrez aussi la réaction du président du Sénat, l'Yvelinois Gérard Larcher. Ils étaient dans les rues à Paris ce matin aux côtés des patrons. Les entrepreneurs du bâtiment, comme les autres chefs d'entreprise, dénoncent charges salariales trop élevées, complications administratives ou encore difficultés à embaucher. Plus de 30 ans après sa découverte, le VIH résiste toujours aux médecins. Le virus de l'immunodéficience humaine, responsable du sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, tue toujours. Pas de vaccin, pas de thérapie, mais néanmoins des avancées pour prolonger la durée de vie des malades, mais au prix de lourds effets secondaires. Nous sommes en ligne avec Jérôme André. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de HF Prévention basé dans les Yvelines, vous intervenez pour sensibiliser les populations. Cette journée de mobilisation du 1er décembre, quel message doit-on faire passer? Celui de l'espoir grâce aux avancées médicales ou encore le message de la vigilance en raison du nombre de malades? 35 millions de par le monde en 2013, c'est autant qu'en 2012. Ça n'évolue pas beaucoup. Alors malheureusement, Wilfried, effectivement, ce qu'on peut en dire des derniers chiffres d'INVS qui étaient sous embargo donc jusqu'à midi, c'est qu'effectivement il y a une flambée de la contamination donc sur 2013, plus de 7% en plus de cas de personnes séropositives, ça n'était pas arrivé depuis 10 ans. Donc effectivement, on se rend bien compte aujourd'hui en France que l'épidémie est en train de repartir. Et donc, plus que jamais, la ministre appelle à plus de prévention et plus de dépistage, puisqu'on sait effectivement que le dépistage et la prévention sont vraiment les 2 piliers de la santé publique aujourd'hui. Puisque vous parlez de chiffres aussi, celui-ci et qui va aller dans le sens de ce que vous nous expliquiez, 2 étudiants sur 3, 67% qui n'utilisent pas systématiquement de préservatif pour un rapport sexuel, et même 1 étudiant sur 3 qui ne l'utilise jamais. C'est une enquête qui a été menée par une mutuelle étudiante, la SMEREP. Là, on est dans le cœur de votre mission, c'est la prévention. Il va falloir retourner encore plus sur le terrain et expliquer les dangers, tout simplement. Alors effectivement, nous, notre cœur de métier, c'est la prévention et le dépistage. On a sorti donc en juin dernier, et ça a été lancé donc mardi dernier sur TF1, la grande campagne de communication pour promotionner l'application CUP, qui justement permet de trouver donc et de se le géolocaliser pour trouver des préservatifs, mais aussi donc des lieux de dépistage, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il est plus que nécessaire de pouvoir connaître son statut sérologique. Les chiffres sont d'environ 30 000 personnes qui s'ignorent, mais on pense que c'est beaucoup plus. En réalité, effectivement, sur les milieux ouverts ciblés, c'est-à-dire les universités, les centres commerciaux, en 2014, on n'a pas encore vraiment les chiffres définitifs, mais on serait à plus de 2%, c'est-à-dire quand même 0,8 de plus que l'année dernière, et on se rend bien compte que chez les jeunes, et la SMEREP a complètement raison, le préservatif est complètement abandonné. Alors justement, on voit la publicité qui est diffusée sur les différentes chaînes nationales, notamment TUP, trouver un préservatif, c'est une application disponible sur tous les smartphones. Les accès se font aussi via le site internet. L'adresse, là aussi, c'est affiché. On parlait de cette sensibilisation sur le terrain. Les jeunes que vous rencontrez tout au long de l'année, ils vous passent quel message? Que vous les embêtez finalement avec cette maladie du siècle dernier? Non, en réalité, ils ne se rendent pas bien compte de l'enjeu qui est le port du préservatif. Pour eux, effectivement, ça ne concerne que les homosexuels et les toxicomanes. Alors, ils ne sont pas forcément homosexuels, ils ne sont pas forcément toxicomanes, et pourtant, ils sont donc concernés par les cas de contamination. Et on se rend bien compte aujourd'hui que la prévention, et plus particulièrement le port du préservatif, devrait concerner tout le monde. Là, on est dans la journée mondiale de lutte contre le sida. L'ONU l'ONU SIDA souhaiterait qu'il y ait 0 contamination, donc c'est l'objectif donc mondial. Mais on se rend bien compte qu'en réalité, il faut vraiment que les gens se protègent beaucoup plus et aient beaucoup plus conscience qu'outre le sida, il y a aussi toutes les infections sexuellement transmissibles. Vous parliez des jeunes, on parlait des jeunes depuis tout à l'heure, il y a aussi les populations seniors, et là on en parle peut-être moins encore, les plus de 50 ans qui sont aussi infectés par ce VIH. C'est en augmentation, 18%, 18% sur quelques 6400 personnes qui ont découvert leur séropositivité. Ça c'est pour 2012, ils étaient seulement 12% en 2003, donc ça progresse chaque année. Là aussi, il faut aller leur expliquer que c'est pas une maladie qui concerne les plus jeunes. Ah, effectivement, en fait, en réalité, nous, on parle plutôt des plus de 45 ans. Alors, l'INVS parle des plus de 50, mais en réalité, les plus de 45 ans changent de comportement sexuel et c'est pas rare. On parle simplement de divorce, on parle de personnes qui vont effectivement
trouver donc ce qu'on appelle donc le fait d'avoir des multipartenaires. Et donc 45 ans, c'est une période charnière dans la tête des Français parce qu'effectivement, ils vont changer de comportement sexuel. Et c'est là aussi où il y a le plus de cas de contamination. Nous, on réfléchit justement à mettre en place des actions spécifiques pour les plus de 45 ans. Je rappelle aussi, donc vous l'avez dit, mais vous intervenez pour le dépistage avec les tests minutes. On parle d'autotest pour juillet 2015. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, ce sera plutôt mars en réalité. Donc, on fait partie du groupe qui lance les autotests en France. En réalité, donc, il ne manque plus que le marquage CE. C'est une volonté de la ministre. Et effectivement, les autotests VIH, qui sont sortis dans la gamme des autotests santé, sortiront au mois de mars prochain. Dès que le marquage CE aura lieu, effectivement, il y aura donc un grand lancement qui sera effectué et je l'espère d'ailleurs avec un nouveau jeu interactif et ludique qu'on aura peut-être l'occasion de présenter d'ailleurs sur 50 ans en Yvelines. En tout cas, on l'espère et c'est vrai que pour le coup, ça va quand même marquer un grand tournant dans le domaine de la santé puisque les gens vont pouvoir se tester chez eux, donc faire du home test. Ils vont pouvoir donc se tester directement chez eux et connaître ces résultats. Alors ça pose donc d'autres problématiques, bien entendu, mais on sera ravis de vous présenter donc ces autotests en réel. Et vous serez bienvenue sur ce plateau. Une toute dernière question. Vous étiez ce matin avec des médecins à l'hôpital Henri Mondor à Créteil pour une conférence de presse autour de cette journée mondiale de lutte contre le sida. L'idée d'un vaccin aujourd'hui est plus que toujours d'actualité ? Alors c'est très compliqué parce qu'en réalité on se rend bien compte que la recherche vaccinale a du mal à progresser. Le virus malheureusement mute beaucoup trop vite par rapport donc à la recherche qui est quand même une recherche longue. On a tous espoir effectivement qu'il y ait un vaccin dans quelques années, mais malheureusement pour l'instant ce n'est pas du tout à l'ordre du jour et ce qu'on a aujourd'hui à l'ordre du jour c'est plutôt des cas de contamination qui sont en pleine flambée. Nous on avait tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises l'année dernière. Eh bien effectivement donc ça montre bien que les cas de contamination sont en recrudescence. Il faut imaginer qu'effectivement, il y a plusieurs positifs qui ont été trouvés l'année dernière, notamment grâce aux tests rapides que l'on fait, mais que d'autres associations font. Et c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment nécessaire que les gens se testent et connaissent leur statut sérologique. Donc le plus simple encore aujourd'hui, c'est d'utiliser un préservatif. Le message, une fois de plus, il faut le répéter. Merci Jérôme André d'avoir été en ligne avec nous. Journée de lutte contre le sida, chaque 1er décembre pour contacter HF Prévention, les coordonnées qui s'affichent une nouvelle fois. On n'oublie pas également cette application, un tube TUP, trouver un préservatif ou un centre de dépistage. Application à télécharger sur vos smartphones. On parle à présent de l'actualité politique avec l'élection de Nicolas Sarkozy ce week-end à la présidence de l'UMP. L'ancien chef de l'État reprend la tête de sa famille politique afin de voir ce qu'attendent les sympathisants avec Daniel Mozinski, responsable dans les Yvelines du groupe Génération Sarkozy. Ce sera dans un instant en plateau. Auparavant, retour sur le scrutin avec Mélanie Poquet pour la rédaction de TV Fil depuis Elancourt où un bureau de vote avait été installé pour les militants UMP ce week-end. Problème de connexion, problème de code. Le système de vote décidé par l'UMP a connu quelques couacs, mais rien de décourageant pour ces militants venus pour élire leur président. Même pas les cyberattaques dont a été victime le site du parti. Je trouve ça lamentable, ce piratage informatique. Et nous avons beaucoup insisté pour arriver à voter aujourd'hui. Il a fallu que nous venions ici à la mairie. À la mairie d'Elancourt, on n'avait pas prévu les grands moyens. L'élection pouvant se faire sur Internet, un ordinateur suffisait. Dans cette circonscription, 398 militants étaient inscrits, 31 ont fait le déplacement. Il est indispensable d'être adhérent un jour de ses cotisations et on ne peut voter qu'à cette condition. Si on n'a pas adhéré évidemment en temps et en heure, on ne peut pas voter aujourd'hui. Chaque militant a ainsi reçu un identifiant, un mot de passe et sa carte d'adhérent. En lice, 3 candidats, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Dans ce bureau de vote, le choix est vite fait. Nicolas Sarkozy. Pour Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Avec 64,5% des voix, Nicolas Sarkozy a été élu à la tête du principal parti d'opposition. Bonsoir Daniel Mozinski. Bonsoir. Bienvenue en plateau. Vous êtes responsable de Génération Sarkozy dans les Yvelines, association fondée par les jeunes militants pendant cette campagne pour la présidence de l'UMP, campagne de Nicolas Sarkozy. Vous êtes aussi maire adjoint à Fontenay-le-Fleury. On reviendra tout à l'heure sur votre engagement d'ailleurs. Déjà sur cette victoire, on entend dire depuis hier qu'avec 64% des voix, Nicolas Sarkozy n'est finalement pas le gagnant qu'on attendait. Son score il y a 10 ans, même scrutin, c'était 85%. Alors il a gagné. Est-ce que c'est un beau vainqueur ? Mais bien sûr que c'est un beau vainqueur et il faut surtout se souvenir qu'avant c'était un contexte tout à fait différent.
Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est le leader incontesté. Maintenant, il n'y a pas eu de contestation de ce scrutin-là. C'est un score clair qui est très important. 2 militants sur 3 ont voté pour Nicolas Sarkozy. Donc, quand on regarde 2 ans en arrière et qu'il y a eu toutes ces contestations et un chef qui n'était finalement pas clair, aujourd'hui, on a un vrai leader, c'est Nicolas Sarkozy. On avait annoncé un raz-de-marée à son retour. On avait annoncé un raz-de-marée, mais il y a également, il y a eu des concurrents de qualité qui étaient Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Justement, alors Bruno Le Maire autour de 30%, ça représente quoi pour l'UMP? Ça veut dire qu'il faut compter avec lui? Bien sûr qu'il faut compter avec lui, puisqu'il faut compter avec toutes les sensibilités différentes à l'UMP. Bruno Le Maire a fait une très bonne campagne, il faut la saluer, il faut aussi saluer son score. Et je pense que Nicolas Sarkozy aura à cœur d'intégrer Bruno Le Maire pleinement à la vie du parti, dans la mesure de ce que Bruno Le Maire souhaitera. Nicolas Sarkozy qui, dès aujourd'hui, a consulté pour organiser le parti. Est-ce qu'il est déjà en train de préparer ses armes pour 2017 ? Alors, c'est ce que vous souhaitez, j'imagine. Évidemment, nous, c'est ce qu'on souhaite. Nous, on a soutenu Nicolas Sarkozy pour cette primaire. On était à fond dedans. Maintenant, évidemment, les objectifs, il y a 2017. Mais avant ça, il faut surtout rappeler que Nicolas Sarkozy il est revenu pour restructurer l'UMP, restructurer le parti et relancer la dynamique pour toutes les élections qu'il y aura d'ici 2017 et qui sont également importantes. Il y a les cantonales, il y a les régionales avec Valérie Pécresse. Ce sont autant de batailles à mener sur lesquels il faut d'abord se concentrer avant 2017. Les départementales, ce sera l'année prochaine en mars, les régionales également, mais en fin d'année en décembre, et Valérie Pécresse qui devrait être candidate officiellement pour l'UMP pour la région Île-de-France. Première mission, c'est de fédérer, c'est de rassembler, vous le disiez, pour Nicolas Sarkozy. Ça commence plutôt mal. Il annonce la création d'un cabinet d'anciens premiers ministres, et puis finalement on lui dit non, c'est pas une bonne idée. Les principaux concernés vont pas forcément il a effectivement proposé ça. Il a même proposé à Dominique de Villepin, c'est dire je vous fais pas de dessin, qui lui était d'accord, mais donc ça prouve bien l'esprit d'ouverture de Nicolas Sarkozy. Derrière les mots, il y a eu des actes, mais là aussi, dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, c'est un parti libre. Donc si ce comité ne trouvera pas les volontaires nécessaires, il ne verra pas le jour. Et puis je ne pense pas que ce soit un drame. Donc ça va être difficile de fédérer quand on a des idées qui sont proposées moins de 24 heures après. Non, écoutez, moi je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est rassembler autour de Nicolas Sarkozy toutes les différentes sensibilités à l'UMP. Pour ça, il faut tout simplement nous concentrer pas sur ce qui nous divise, mais sur ce qui nous rassemble, c'est-à-dire les valeurs qu'on défend, la justice, le travail, l'Europe, le parti des droits et des devoirs, tout ça, ce sont des choses qui nous rassemblent. Et puis ce qui nous rassemble aussi, c'est de sortir le gouvernement socialiste. Faut être clair et de reconquérir nos territoires un à un pour sortir les Français de la catastrophe dans laquelle ils sont actuellement. Et reconquérir la présidence de la République. Il y avait un sondage dans le JDD ce week-end, 40% des Français qui voient Alain Juppé remporter la présidentielle de 2017, 25% pour le nouveau président de l'UMP. Oui, écoutez, il peut se passer beaucoup de choses en 2017. Pour 2012 aussi, il y avait des sondages qui disaient plein de choses et puis finalement, ça n'a pas été ce qui était annoncé. Donc voilà, je donne personnellement assez peu de valeur à ces sondages-là. Même si vous ne donnez pas de valeur aux sondages, on est allé voir des électeurs, même au-delà de l'UMP, nous sommes allés voir les citoyens tout simplement dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines pour leur demander leur avis sur ce retour à la présidence de l'UMP de Nicolas Sarkozy. C'est un combattant, c'est plutôt bien, moi je trouve, finalement. C'est pas plus mal que les autres. Un peu surpris quand même. Parce que quand même, il a pas mal de casseroles, comme on dit. Ça m'étonne qu'on lui fasse encore confiance dans son propre camp. Je pense que c'était une bonne chose pour l'UMP, compte tenu de la situation dans laquelle on a été pendant 20 et quelques mois. Depuis décembre 2012, la dernière tentative d'élection, c'est une catastrophe. Donc j'espère qu'il va réussir, c'est tout ce que je peux dire. C'était prévisible, les Français sont couillons, donc ils continuent à leur lancer. Je sais pas, les Français ils veulent pas du renouveau, donc voilà, on s'enfonce encore un coup. Il faut des jeunes, franchement, la France elle vieillit à vue d'œil et personne s'en aperçoit, c'est une catastrophe. Si, moi je trouve que c'est grave. Ouais. Un jeune, on en a en plateau, un jeune de l'UMP, représentant de Génération Sarkozy dans le département. vous avez bondi quand vous avez entendu ça. Oui, j'ai bondi parce que alors là aussi je trouve ça un peu ridicule qu'un candidat puisse s'accaparer le renouveau. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy, il a non seulement l'expérience de la France et de la politique et il pèse sur la scène internationale comme nationale, mais il y a le renouveau avec Nicolas Sarkozy. Il faut voir de qui il est entouré. Voilà, les Quadras, Wauquiez, NKM, Gérald Darmanin, tout ça ce sont de nouveaux visages qui sont de
très beaux espoirs à l'UMP. Ce qu'on peut comprendre de la part de la personne qui répondait, c'est aussi, voilà, Nicolas Sarkozy a déjà été président, il s'est déjà présenté une deuxième fois, il a été battu, passons à autre chose. Et oui, il y a ça, mais ce que je voulais terminer aussi, c'est que Génération Sarkozy, dont je suis responsable pour les Yvelines, là aussi c'est une force énorme qui a soutenu Nicolas Sarkozy, parce que c'est avec Nicolas Sarkozy que beaucoup de jeunes se sont engagés en politique, ça a été la locomotive, et on a envie de continuer avec cette locomotive qui est Nicolas Sarkozy. Il est le renouveau avec l'équipe dont il s'entoure, et il a envie aussi d'apporter des idées neuves. Le fait qu'il a été chef de l'État, je ne vois pas en quoi ça l'empêche d'apporter des idées neuves, de renouveler le parti et de renouveler la façon dont il fait la politique, ce qu'il a envie de faire. Vous aviez quel âge lorsqu'il était président? Parce que vous disiez, il nous a amenés en politique. Oui, donc moi j'étais au début de mes 20 ans, j'avais la vingtaine, oui. Et vous n'étiez pas engagé en politique avant, Nicolas Sarkozy? Non, moi j'ai commencé à m'intéresser justement en 2007, quand je venais juste de passer mon bac, et Nicolas Sarkozy, ça a été le premier à me donner envie de m'investir vraiment dans un parti, et c'est là que j'ai pris ma carte. Aujourd'hui, avec Génération Sarkozy, justement, vous l'avez soutenu à travers toute la France, pas uniquement dans les Yvelines. Vous attendez quoi maintenant que l'élection est passée, et au-delà voilà, de ces affaires d'hommes entre Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy, mettons tout ça de côté, vous attendez quoi comme idée? Alors, la première chose, c'est, je pense, redonner confiance aux militants. Je trouve que ça serait trop dommage de gâcher l'exercice démocratique qui a eu lieu ce week-end. Il faut faire la transparence sur les fonds du parti, sur la situation financière. Il faut également redonner l'implication des militants dans la vie du parti, ceux qui ont envie de faire Nicolas Sarkozy. Il y a une deuxième chose, c'est redonner une ligne politique claire aussi à l'UMP. Qu'est-ce qu'on fait avec le centre? Voilà, on a eu cet épisode malheureux avec Alain Juppé, mais ça montre aussi quelque chose, ça montre une attente des militants UMP qui veulent qu'on soit fiers de nos valeurs avec une ligne politique claire. La troisième chose dont moi je voudrais parler en tant que responsable jeune à l'UMP, c'est de refonder la structure des jeunes UMP, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de gouvernance claire dans cette structure-là. Or, c'est très important parce que ça représente beaucoup de monde, beaucoup de militants. On a besoin de formation. Et puis la quatrième chose, c'est de moderniser le parti. Il faut, comme le disait Nicolas Sarkozy, intégrer la société civile dans le parti. Il faut aussi refaire l'équipe dirigeante. Voilà, il faut dire les choses aussi, il ne faut pas se cacher. Se débarrasser de l'armée mexicaine dont on a hérité après la guerre Copé-Fillon. Voilà, on a multitude de secrétaires nationaux. Je pense que c'est plus efficace d'avoir une équipe plus resserrée. Et je pense que j'ai cru comprendre que c'est ce à quoi travaille Nicolas Sarkozy actuellement. Vous êtes comme Laurent Wauquiez qui disait sur France Info, il faut tout changer. L'UMP est un parti poussiéreux. Mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est vrai qu'on change de nom, on change tout. Je pense que ça fera pas de mal en tout cas. On change l'emballage, mais après il faut changer l'intérieur aussi. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire refonder, le moderniser, mais changer de nom, changer de logo, tout ça, ça donnera une nouvelle dynamique. J'ai entendu dire que ça devrait se faire avant les départementales. Je trouve que c'est une chose très bien parce que ça pourra nous faire un premier test. Comment est-ce qu'on arbore nos nouvelles couleurs dans une élection. Qu'en pense Gérard Larcher? Lui, c'est un senior, un poids lourd de la politique à l'UMP. Gérard Larcher, président du Sénat, sénateur des Yvelines. Il recevait la presse ce matin. Nous en avons profité pour lui poser la question. Tout d'abord, nous avons un président à l'UMP choisi clairement par un score qui est un bon score. En même temps, Bruno Le Maire fait un score lui aussi significatif. Et Hervé Mariton traduit une sensibilité qui existe à l'intérieur du MP. Aujourd'hui, il faut construire. La priorité, c'est de construire un projet. Un projet pour la France d'aujourd'hui. Une France qui n'a plus de croissance. Une France où le chômage est devenu de masse. Où chaque mois, on a entre 20 000 et 30 000 chômeurs de plus. Une France qui doute. Une France qui est à la traîne en Europe. C'est les réponses qu'il faut apporter. Et puis, si à l'issue de tout ça, il apparaît que ce vaste rassemblement doit porter un nouveau nom, pourquoi pas? Mais si on commence par le nom sans avoir répondu à l'essentiel, je crois qu'on aura manqué un rendez-vous. Et je ne doute pas que Nicolas Sarkozy, avec tous le rassemblement qui va se retrouver à l'UMP, n'ait pas pour priorité d'abord de construire le projet d'alternance. La priorité, c'est d'abord le projet et après l'esthétique. Changement de nom, changement de tout ça. Nicolas Sarkozy, quelqu'un de très motivé, il fait tout en même temps. Mais oui. Gérard Larcher. Lui, il dit pourquoi pas, mais prenons notre temps. Non mais Gérard Larcher a raison de parler du chômage de masse, tout ça, c'est ça les vraies priorités des Français. Je pense qu'effectivement, peu de monde... Oui, bien sûr, mais tout à l'heure, vous nous disiez, effectivement, il faut aller vite pour changer le nom, pourquoi pas avant les élections départementales. Oui. Ça laisse 3 mois et demi pour le faire. Oui, tout à fait.
Bah oui, mais ça n'empêche pas de réfléchir au projet en même temps. Ça permettra de mettre en place la nouvelle équipe et la nouvelle méthode de fonctionnement aussi, parce que construire un projet, ça se fait avec une méthode, ça se fait pas tout seul dans un coin. Donc on va voir, est-ce qu'on continue, je sais pas, les conventions, est-ce qu'il va y avoir des groupes de réflexion, est-ce qu'on va voir si le comité des premiers ministres continuera à réfléchir. Le jour, ça semble plutôt mal engagé. En tout cas, merci d'être venu en plateau, Daniel Mosinski, donc responsable Génération Sarkozy dans les Yvelines, maire adjoint de Fontenay-le-Fleury, et puis vous reviendrez dans un mois, on fera un bilan dans le cadre du 7-8 politique sur cette antenne. L'UMP et l'UDI sont en ordre de marche en tout cas. Ils abordent la campagne des départementales sous le signe de l'Union. Ce sera le 22-29 mars. Ils ont présenté la plupart de leurs candidats, constitués pour ces élections de binôme, un homme et une femme. L'objectif, concourir dans tous les cantons et surtout l'emporter. Une conquête qui passe dans certains cantons détenus par la gauche par une implication des maires. Ainsi sur le canton de Plaisir, et qui comprend les communes de Plaisir, donc des Clés-sous-Bois, de Benne, de Thiverval-Grignon. L'UMP a mis en première ligne, vous la voyez, la maire plaisiroise Joséphine Coleman-Berger. En binôme avec un élu de l'UDI, Bertrand Coquart, maire adjoint aux Clés-sous-Bois chargé de la jeunesse, des seniors et de la politique sociale. Face à eux, le sortant socialiste, Jean-Michel Gourdon, conseiller municipal d'opposition aux Clés-sous-Bois. On a des challenges à tenir et puis Plaisir est une ville dynamique et puis ça fait maintenant 2 fois que le canton échappe au canton de Plaisir, donc c'est pas que j'ai la prétention seule de réussir ça, mais enfin je veux dire aussi cette possibilité de faire un binôme avec les Clés-sous-Bois, comme vous le savez, qui aujourd'hui est complètement intégré à la communauté de communes, eh bien, me paraissait intéressante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment continuer un petit peu la politique de proximité. Aujourd'hui, je suis présent sur la ville et effectivement, le département est un organisme très important de partenariat avec la ville qui nous permet d'aller un petit peu au-delà de ce que la ville peut faire tout seul avec son budget. Au niveau effectivement de tout ce qui est politique de logement, tout ce qui est effectivement infrastructure routière, c'est vraiment important que l'on puisse au jour d'aujourd'hui avoir ce partenariat. Ce qui m'intéresse énormément aussi, c'est la nouvelle formule qui associe effectivement 2 binômes, binôme parité, donc ça c'est très intéressant, binôme aussi d'expérience. Fort de sa victoire en mars dernier à Bois d'Arcy, ville auparavant socialiste, le nouveau maire UMP Philippe Benassaïa sera lui aussi candidat en binôme avec Sonia Brault, première maire adjointe à Saint-Cyr-l'École. L'actuel conseiller général du canton de Saint-Cyr-l'École, c'est le socialiste Jean-Philippe Mallet, le canton qui compte dorénavant 6 villes au lieu de 3, avec donc Bois d'Arcy et Saint-Cyr-l'École. Le mandat de conseiller départemental vient en complément du mandat de maire. C'est un binôme qui est très intéressant parce que ça permet d'allier la ville au département. Aller à la rencontre des gens, parler, discuter, être sur les marchés, faire du porte-à-porte. Et c'est vraiment un véritable moment pour discuter avec les gens. C'est pas simplement une élection un petit peu administrative. C'est une vraie élection de conseil général avec des vraies compétences qui touchent les gens au quotidien. Ça a été une évidence pour nous de se regrouper pour ces élections départementales. Philippe l'a rappelé et je pense que c'est vraiment important de le noter. C'est une élection de proximité. Il faut vraiment qu'on arrive à mobiliser. Les départementales, c'est la continuité de la mairie, du local. Et c'est en ce sens que c'est important, je pense, que les gens se mobilisent pour leur territoire. Les candidats sont pratiquement tous connus depuis vendredi dernier. Des cantons sont encore dits réservés. On ne connaîtra qu'en janvier le nom du binôme candidat sur Rambouillet, où Christine Boutin, sortante, n'a pas pris de décision sur son avenir. Sur Montigny-Guyancourt également, c'est un canton actuellement détenu par le maire socialiste de Guyancourt, François Deligné. Et ce dernier, lui, a annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat. En face, pas encore de nom, mais en 2007, on se souvient que c'est Michel Laugier, le maire de Montigny-le-Bretonneux, le centriste qui est depuis devenu président de la communauté d'agglomération qui s'est donc présenté à l'époque. UMP, UDI qui ont fait des alliances pour ces élections départementales. Le président du Conseil général, Pierre Bédier, n'exclut pas d'autres alliances avec le Parti chrétien-démocrate, mais aussi avec le MoDem. Le MoDem dans les Yvelines, 45 élus, pas de maire ou de maire adjoint, mais des conseillers municipaux qui veulent peser dans le débat politique. Le MoDem des Yvelines va lancer 2 fois par mois des réunions de débat autour de différents thèmes locaux, départementaux, voire nationaux. La première réunion s'est tenue la semaine dernière. Le parti de François Bayrou a rendu son avis sur le schéma régional de coopération intercommunale. Le préfet de région propose pour Saint-Quentin en Yvelines une intercommunalité à 800 000 habitants, incluant notamment Versailles-Grand Parc. C'est une proposition à 800 000 habitants qui nous paraît disproportionnée. C'est ingérable à moyen et court terme dans la mesure où il subsiste le département. Ça pose aussi des gros problèmes de cohérence au niveau des universités, puisque ça nous fait un pôle universitaire qui est extrêmement étendu géographiquement,
alors qu'il n'y a pas de moyens de transport. Donc ça pose des problèmes. Mais bon, le côté universitaire est intéressant parce qu'il est complémentaire, malgré tout. On est assez favorable au rapprochement de Saint-Quentin-en-Yvelines avec Versailles-Grand Parc, qui paraît assez cohérent et notamment très complémentaire au niveau économique. Il y a une vraie logique. Une première en France, les patrons dans la rue, 6 000 selon les organisateurs, 4 500 selon les forces de l'ordre. Ils s'étaient donné rendez-vous à Paris, place Félix Éboué à Paris pour manifester leur mécontentement. Le reportage complet est à retrouver sur notre site internet dès ce soir. Pour tout comprendre des revendications, nous y reviendrons aussi dans notre édition de demain. Et puis eux aussi étaient mobilisés, mais c'était en fin de semaine dernière. Les jeunes agriculteurs d'Île-de-France-Ouest, ils étaient une trentaine à vouloir mettre en avant le gâchis foncier en Île-de-France, de terrains laissés en friche alors qu'ils pourraient être exploités en prenant, pour exemple, ce site que vous voyez en photo dans le Val d'Oise. Ils avancent le chiffre de 1000 hectares perdus par an pour l'agriculture en Île-de-France. Dans quelques instants sur TV Fil 78, le 7-8 Sport avec Anthony Reich. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain, 18h, en direct pour la toute première édition. Bonne soirée.